Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau avec les confrères qui partagent ce plateau avec moi. À ma gauche, il a pour nom Chérif Montieoua. Bonsoir Chérif, bienvenue. Salut Gilda, salut Roland. Je salue Nelly Gisèle par anticipation parce qu'elle célèbre son anniversaire, voilà. Son anniversaire. Elle suit l'émission. Voilà, elle adore cette émission. Je lui souhaite une longue vie. Alors, il va falloir qu'elle nous invite pour partager le gâteau avec elle. L'autre invité qui partage ce plateau avec moi, il n'est plus à présenter, hein, Roland Bédier. Bonsoir Roland. Bonsoir Yidas, bonsoir Chérif Montieoua, bonsoir à tous ceux qui nous suivent tous les lundis. Le Barça se rapproche du Real de Madrid. Oui, clopin, mais attendons la fin. Alors, chers téléspectateurs, voici pour vous la toute première rubrique de cette émission. Il s'agit de Afrique Foot. Le Bénin prendra part à sa 5e Coupe d'Afrique des Nations. Ça sera dans le mois de décembre prochain de l'autre côté du Maroc, la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Et le Bénin se retrouve dans la poule D aux côtés du Sénégal, de la République démocratique du Congo et du Botswana. Et comme vous pouvez le constater sur votre écran, le Sénégal qui est 17e est classement FIFA, la République démocratique du Congo 61e classement FIFA, le Bénin 94e et le Botswana 167e au classement FIFA. Roland Bédier, voilà la poule du Bénin. Est-ce que vous pensez que nos guépards ont la chance de sortir de cette poule-là? Une chance, oui, il faut le dire parce que quand on s'en tient un peu aux dernières prestations pour dire et la dynamique imposée par Guénor dans ce vestiaire, je pense que c'est vrai. C'est à la dernière journée qu'on a arraché la qualification dans des détails, dans une situation un peu compliquée, mais je pense que Guénor a su maîtriser ses poulains. Il a imposé véritablement une dynamique dans cette dans ce vestiaire. Il y a cette solidarité autour des Guépards aujourd'hui. Non seulement la prestation, c'est-à-dire la qualité de jeu, on sait qu'il y a l'union forte derrière les Guépards aujourd'hui. C'est vrai, quand on parle d'un mastodonte du football africain, le Sénégal qui est là, et qui, la dernière fois, n'a pas pu réaliser une bonne performance, qui a été éliminé en huitième de finale face au tenant du titre, la Côte d'Ivoire. Ça va être un peu difficile. Il y a aussi la RDC qui est demi-finaliste lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un peu compliqué, mais il faudrait que Guénor prépare ses guerriers. Et véritablement, il faut que les trois rencontres de poule soient, les finales jouées pour que nous ayons, à défaut des victoires, au moins un match nul et une victoire sur Botswana qui a un statut, d'outsider dans ce groupe-là. Donc, il va falloir que Guénor revoie un peu le groupe parce que nous sommes à 11 mois du début de cette CAN. Il va falloir qu'on revoie. Il y aura des nouvelles têtes, des joueurs qui performent dans leur club. Je pense que Guénor va essayer de voir un peu ces joueurs-là qui évoluent aujourd'hui dans leur club, essayer de les appeler parce que, vous savez bien, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Donc, il faudrait qu'il ait un regard véritablement sur les clubs là où les joueurs béninois évoluent pour dénicher ces talents-là qui vont véritablement nous aider, voir un peu, pour que nous décrochons pour la toute première fois une victoire à la CAN. Une victoire à la CAN et le Bénin n'a jamais eu de victoire depuis lors de ces 4 dernières participations. Le Bénin n'a jamais eu de victoire dans une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes dans la poule D avec le Congo, la République démocratique du Congo avec le Sénégal. Les 3 derniers matchs, les 3 derniers matchs du Bénin face au Sénégal, c'est une défaite, 2 matchs nuls. Est-ce que vous pensez que les Guépards ont la chance de montrer quelque chose dans cette poule-là et espérer se qualifier pour le tour suivant? Il est quand même très difficile de faire confiance aux Guépards du Bénin par rapport à leur dernière prestation, aux dernières CAN. Ils ont participé. Ils ont souvent déçu, globalement. La dernière participation, c'est au moins le quart de finale. Le quart de finale. Le quart de finale, on est d'accord, mais globalement, ils ont souvent déçu en termes de résultats
on n'a pas eu quand même ce qu'on attend de façon précise. C'est une équipe, chaque fois qu'elle a match, il faut quand même avoir ton cœur à un niveau assez élevé pour quand même espérer ce qu'on devait quand même avoir. C'est une équipe quand même qui n'a pas l'habitude des victoires. C'est-à-dire que même face à des équipes un peu moyennes auxquelles elle peut quand même tirer son épingle du jeu, il y a quand même ce petit pépin-là. L'histoire de 4 participations sans aucune victoire, j'ai un peu l'impression que ça joue quand même dans la tête de ces guépards-là. Donc il va falloir quand même bannir cela de côté pour se dire, ouais, on est capable de faire l'essentiel. L'essentiel, c'est de quand même avoir quand même cette capacité à pouvoir revenir avec une victoire. On se rappelle des matchs assez intéressants qui nous a opposé lors de la CAN, je me rappelle bien, de la CAN Angola 2010, qui a opposé le Bénin au Mozambique. Le Bénin qui menait 2-0. Et puis, oh là là, dans la foulée, des erreurs de Yohan Didonou, si ma mémoire est bonne. Et puis, il y a un joueur talentueux du côté du Mozambique qu'on appelait Tico Tico, quand même, dans la foulée, qui était quand même l'ennemi des Béninois, là, qui avait réussi à revenir dans la partie. Sans oublier également le match 2-2 face aux Ghanéens. On était quand même très bien parti dans ce genre de match. Je pense qu'il y a quand même un temps d'histoire sur lesquels on peut revenir, des matchs dans lesquels le Bénin pourrait quand même réussir à s'imposer. Donc, ils ont dans la foulée, dans les détails, perdu ces matchs ou dans la foulée reparti avec un match nul. Ce qui, à la fin, quand même, nous remet dans des calculs mathématiques inutiles. Je pense que Ghana Rock, quand même, pour l'instant, a quand même l'équipe qu'il faut pour, à défaut de tout, quand même rester concentré sur des équipes comme le Botswana. Parce que si, face à des équipes comme le Botswana, mathématiquement ou alors sur le papier, on est quand même favori. FIFA, des gens en voilà, on est quand même favori. Mais il faut quand même se méfier de ce genre d'équipe. Des équipes comme les surprises. Voilà, moi, je pense qu'avec une compétition où les 4 meilleurs quatrièmes, les 4 meilleurs troisièmes, je dirais, voilà, vont passer au tour suivant. Je pense que le Bénin a toutes ses chances de se qualifier. C'est vrai, on peut faire un bon parcours lors des éliminatoires et aller faire piètre figure durant la compétition. C'est pourquoi je parle d'une bonne préparation. Il ne faut pas, comment dirais-je, se focaliser forcément sur des joueurs qui ont joué lors des éliminatoires. Il faut aussi jeter son regard pour voir ceux-là qui performent actuellement, ceux-là qui ont une qualité. Parce que quand vous parlez, vous vous empesantissez sur seulement ceux qui sont là, je pense que bon, certains peuvent avoir des pépins. Voilà. Donc il faut chercher partout. En mars, bon, je pense quand même que dans la poule, il y a quand même des équipes qui ne font plus forcément peur. Des équipes comme le Sénégal, par exemple, quand même, la République démocratique qui ont globalement du Congo, déçu. Bon. Moi, j'ai quand même un peu de réserve sur l'équipe de la République démocratique du Congo qui, pour moi, a été quand même excellente. Une équipe qui a réussi quand même à aller au dernier carré de la dernière CAN avec l'Afrique du Sud. Je pense que c'est des équipes quand même qui ont quand même un championnat bien assis. Des équipes quand même qui arrivent à monter dans la compétition avec des joueurs du championnat et qui surprennent. Je pense que il faut que Ghana prenne ces équipes en compte, travaille convenablement pour que lors de ces affrontements, on puisse quand même revenir avec le plus important. Le plus important, c'est quand même éviter des défaites, sinon des déroutes. En tout cas, la dernière aventure des Guépards du Bénin s'est arrêtée en quart de finale. Nous espérons que notre 11 national pourra faire mieux que sa dernière participation. Pourquoi ne pas atteindre le dernier carré? C'est pas chose impossible. L'année dernière, tout le monde avait déjà enterré la Côte d'Ivoire. Finalement, la Côte d'Ivoire a remporté le trophée sur ses installations et c'est un parcours comme celui de la Côte d'Ivoire que nous souhaitons à nos Guépards. Le 11 national est amené par Guernoro. Est-ce que pour finir avec les Guépards du Bénin, Roland Bédier, vous pensez que les quelques matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont commencer en mars prochain pourraient constituer des matchs préparatifs pour cette Coupe d'Afrique des Nations? Oui, visiblement c'est ça parce que nous avons la chance que les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 doivent finir avant le démarrage de la CAN. Donc ça va permettre à certaines équipes de se préparer. Même dans certains groupes, il y a des chocs aussi. Il me semble qu'il y a le Sénégal et la République démocratique du Congo sont dans la même poule pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc ils vont s'affronter avant
la CAN. Donc, ça va profiter aussi au Guépard de ce tournoi. L'autre question que je m'en vais vous poser, est-ce que vous pensez qu'une non-qualification pour la prochaine Coupe du Monde pourrait affecter le moral des Guépards? Bon, je ne pense pas forcément parce que là, il ne s'agit pas forcément de la même compétition. Parce que la Coupe du Monde, c'est le haut niveau. Moi, il faut quand même apprendre à évoluer tout doucement. Je pense que le plus important pour les Guépards du Bénin, c'est de savoir qu'ils ont un objectif minime. L'objectif minime, c'est d'abord la CAN. Parce que la Coupe du Monde, c'est d'abord un autre niveau. Il faut qu'ils apprennent quand même à s'habituer à la CAN. Il faut qu'ils aient cette habitude, cette régularité qui leur permet quand même de jouer à défaut de tout, le dernier carré. Et là, quand même, ça pourrait nous remettre en confiance. La Coupe du Monde, pour moi, ça reste quand même beaucoup de choses à travailler, à corriger dans la foulée pour quand même espérer voir les Guépards à ce niveau-là. Voilà. En tout cas, nous souhaitons une bonne chance à nos Guépards. Nous sommes impatients. On attend vivement le démarrage de cette compétition afin de pousser nos héros, afin de pousser les Guépards jusqu'au bout de cette compétition. Autre information, nous parlons toujours sport et foot au Bénin. Un nouveau classement à mi-parcours de la Ligue Pro désormais disponible et la jeunesse sportive de Ouidah récolte, j'y arrive, les fruits de ses erreurs. Comme vous pouvez le constater, chers téléspectateurs, sur vos différents postes téléviseurs, la jeunesse sportive de Ouidah qui entre-temps était parmi les 10 premiers à cause de cette sanction de la FIFA, la voilà, se retrouve dans la poule B, 18e et dernier avec 0 point au compteur après 16 journées. Alors, Roland Bédier, je m'en vais très rapidement vous poser cette question. Est-ce que vous pensez que la jeunesse sportive de Ouidah peut espérer glaner des points lors de cette phase retour là afin de toujours rester, de se retrouver voilà, en première division, ou bien ce qu'il leur reste à faire, c'est de tenter de renouer avec la deuxième division tout simplement? Bon, je pense que, est-ce qu'ils vont continuer? Non, ils sont relégués, c'est ça, hein, à la division inférieure, à la D3. Donc, pas encore, ils vont continuer, je crois. Ah, là, c'est inutile parce que même s'ils gagnent des points, ça ne va pas les avantager parce qu'ils n'ont rien, ils sont relégués à la division inférieure. Donc ils attendent normalement parce que aujourd'hui, et bon, et pour cette saison, ils auront des matchs à jouer pour oui, pour toujours. Et maintenant, la question est que est-ce qu'ils vont garder leurs joueurs? Parce qu'ils sont relégués, est-ce que les joueurs vont partir ou bien ils vont toujours les garder? C'est le problème fondamental. Maintenant, attendons aussi pour voir le démarrage. Bon, c'est-à-dire la deuxième phase, là, on va voir s'ils vont garder tous les joueurs et ils auront la même émotion pour continuer. Voilà, Chérif Moutienwa, on a parlé sur ce plateau de cette situation de la jeunesse sportive de Ouidah qui a été sanctionnée par la FIFA. La sanction, elle est tombée. La jeunesse sportive de Ouidah est reléguée en division inférieure. C'est une très mauvaise image pour le championnat béninois. Oui, c'est une très mauvaise image, mais ils récoltent le fruit de ce qu'ils ont semé. Quand vous vous comportez mal et que vous tombez dans le piège qui a été posé, vous récoltez les conséquences. Je pense qu'ils peuvent que constater les dégâts. Pour le moment, la question que moi je me pose, c'est de savoir si les joueurs quand même qui sont sur place vont quand même pouvoir continuer dans l'intention dans la bonne moralité, dans une intention de guerrier qui leur permettant quand même entre griffes de glaner des victoires parce que vous êtes relégué, d'accord, mais vous continuez à jouer. Pour moi, ça n'a pratiquement plus de sens. Ça n'a pas de sens. Je me dis, mais est-ce qu'il ne faut pas forcément leur donner un carton rouge ou l'intention c'est de quand même permettre à ces joueurs-là de garder la forme? Il a quand même un gros point d'interrogation. C'est quand même triste, c'est quand même ce club-là qui nous a montré de très belles performances lors de cette phase allée du championnat. C'est une erreur qui a poussé la jeunesse sportive de Ouidah à se retrouver bon dernier de ce championnat et la FIFA n'a pas fini d'en découdre avec le championnat béninois puisque la FIFA a encore sanctionné un autre club béninois. Il s'agit des Requins de l'Atlantique Insonné, interdit de recrutement sur les 3 prochaines années pour cause les Requins n'ont pas respecté quelques clauses du contrat qui les liait avec leur ancien coach international camerounais François Ngoumou. Le coach réclamait environ 11 millions de francs CFA comme salaire impayé. Voilà un peu la cause qui a poussé Roland Bédier, la FIFA, à sanctionner les Requins de l'Atlantique. On sait que les Requins traversent actuellement une situation compliquée dans ce championnat-là. Les Requins qui ont enchaîné des contre-performances et maintenant
leur interdit de recruter, ça fait déjà trop pour cette équipe-là. Oui, je pense que le professionnalisme joue toujours sur le football béninois parce que vous avez signé un contrat. C'est un contrat, c'est écrit. Comment dire, c'est écrit avec les stylos. Donc aujourd'hui, il n'y a pas une gomme qui efface les écrits des stylos. Donc vous devez en commun accord. Je pense que c'est le thème que les Européens utilisent quand vous voulez renvoyer ou bien limoger, je pense bien, hein, un coach, que ce soit un coach ou bien un joueur qui n'est pas à terme de ce contrat, mais c'est en commun accord, vous négociez. Vous voyez un peu, oui, bon, je paie la moitié de ce qu'on a le contrat ou bien les 3 quarts. Je pense que c'est un peu ça. Maintenant, vous décidez de renvoyer, limoger le coach qui n'est pas à terme de ce contrat sans aucune négociation. Je pense que ça, c'est un peu dur. Le coach, il a décidé, il a choisi la bonne voie. Sinon, il y a la Ligue Pro. Il y a le comité de la Ligue Pro qui peut gérer ce genre de dossier-là. Pour le cas de Mbappé, là, c'est la Ligue française qui a géré ça. Il y a, en dehors de la Ligue Pro, il y a la fédération aussi qui est là, qui peut gérer ça. Maintenant, je me demande, de joueurs en entraîneur, ils s'adressent directement à la FIFA. Pourquoi? Parce que je vois un peu, selon mes analyses, nos institutions ne sont pas efficaces ou bien crédibles, je ne sais pas. Sinon, normalement, quand il y a problème, il y a d'abord la Ligue. Maintenant, en dehors de la Ligue, si la Ligue est incapable de gérer la situation, il y a d'abord, dans la fédération, il y a d'abord les commissions d'éthique. Vous voyez un peu, d'éthique ou qui gèrent ces genres de questions juridiques. C'est en dehors de ces commissions-là que la fédération intervient. Maintenant, si ça dépend de la fédération, ça peut aller directement vers la FIFA. Maintenant, ils décident de s'adresser directement à la FIFA pour avoir gain de cause parce qu'ils ont vu que nos institutions ne sont pas crédibles, parce que c'est les mêmes qui se retrouvent à la fédération. Quand vous parlez du président des requins de l'Atlantique ou bien des dragons, c'est les mêmes qui se retrouvent encore dans la fédération. C'est des copains, non, mais je pense Roland, quand même, que dans la foulée, ils ont compris qu'avec la FIFA, ça se règle un petit peu rapidement et facilement. Oui, c'est-à-dire qu'ils se disent, ouais, mais si nous avons un problème et qu'on s'adresse au nôtre et qu'ils, dans la foulée, ils cherchent à négocier des solutions piètres, des solutions des compromis un peu familiaux, ça semble un peu compliqué. Et on va peut-être embrouiller un peu la carte, tarder le jeu et faire perdre assez de temps. Ils se disent, ouais, mais et si nous allons directement à la FIFA, le mieux c'est d'aller directement là-bas et trouver la solution rapidement. La FIFA, quand elle intervient, elle tape du poing sur la table et puis dit, ouais, mais il faut respecter les engagements que vous avez pris. Vous avez pris un engagement, il faut les respecter. Ça ne sert à rien de prendre des engagements et de le boycotter. Vous signez un contrat avec un coach, vous les respectez à la lettre. Le jour où vous dites que ces contrats ne sont plus éligibles ou tenables, il faut y aller avec la négociation normale, le conseil juridique qu'il faut pour que tout le monde, les parties prenantes puissent se retrouver. Mais on prend la décision de limoger un personnage de cette façon, c'est n'importe quoi. En tout cas, c'est des situations qui n'honorent pas le championnat, le football béninois. Je pense que beaucoup d'autres clubs doivent tirer des leçons de ces situations-là et savoir comment maintenant négocier ou signer des contrats, que ce soit avec les joueurs ou les entraîneurs. Une chose est sûre, si les requins de l'Atlantique parviennent à régler cette situation, s'ils parviennent à verser le montant que réclame l'entraîneur. Et l'autre chose où le bas blesse, c'est le fait que l'entraîneur en question qui a été renvoyé, qui a été remercié comme du n'importe quoi, est celui-là qui souvent sortait l'argent de sa poche pour assurer le déplacement des requins de l'Atlantique pour quand ils vont livrer des matchs. Alors, nous pensons que la FIFA a raison de sanctionner ces clubs-là et j'espère que les requins pourront faire le nécessaire pour sortir de cette sanction-là. Alors, nous allons revenir au football à la base, un lancement des championnats d'Agen après les U17. Ce sont les U15 qui ont été lancés. Pour quelle fin? Voilà la question que je m'en vais vous poser, chers confrères. Je commence par Roland Bédier. Pour quelle fin lancer des championnats quand on sait que les moyens ne suivent pas? Est-ce que les U17 là, ça continue? Je ne pense pas. Parce qu'ils avaient programmé que oui, ils doivent jouer à 14h et le grand frère joue à... Il y a plusieurs matchs qui n'ont pas été joués. Parce que certains clubs n'ont pas, comment dirais-je, présenté leurs équipes. Voilà, maintenant, soit il n'y avait pas de moyens, soit il n'y avait pas d'équipe. Bon, voilà. Je ne sais pas si c'est les moyens. Maintenant, normalement, s'il en est ainsi,
la fédération doit statuer sur ça normalement. Ceux qui n'ont pas, les clubs qui n'ont pas, comment dire, qui n'ont pas envoyé leurs équipes, mais ils doivent être sanctionnés normalement. Maintenant, je ne sais pas ce qui a été fait, la magouille, je ne sais pas. On n'a aucune décision, ça continue comme ça, mais c'est même à arrêter parce que ça ne suit pas son bonhomme de chemin. Maintenant, vous lancez pour les U15. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Jérémy Montewa, le championnat senior des plus grands est en difficulté. Les clubs ont du mal à se déplacer. Il y en a qui se déplacent avec des transports en commun, c'est-à-dire des bus, des agences de transport. On a lancé les U17, la mayonnaise n'a pas bien pris. Maintenant, ce sont les U15, hein, le championnat des U15 qui a été lancé de l'autre côté de Commun. Et je pense que apparemment les dirigeants ne savent pas ce qu'ils veulent pour le football béninois. J'ai un peu l'impression que dans la tête de cette organisation de football béninois, il y a l'intention, l'envie de faire mieux. Maintenant, c'est bien de vouloir faire de bonnes choses, de prendre de bonnes initiatives, mais il faut être capable d'aller jusqu'au bout. Et c'est ça le gros problème, c'est ça le grand souci. Vous avez un championnat aujourd'hui qui est clairement en difficulté. Il y a des polémiques, des problèmes, des histoires, tout qui n'ont jamais été réglés. Et j'ai un peu l'impression qu'on en rajoute davantage. On veut forcément prouver au peuple béninois, au peuple sportif béninois, qu'on a envie de faire du mieux. Et dans cette optique, on prend des décisions qui ne vont pas à terme. Et c'est un gros problème. Quand vous lancez les U17, mais attendez d'abord que ça aille jusqu'au bout. Moi, je ne sais pas pourquoi la décision des U17 a été prise et que les clubs ont été incapables de former, de proposer des jeunes et que dans la foulée, on nous balance encore les U15. C'est comme si on est dans un marché où tout le monde vient avec sa proposition de vente. On vient avec n'importe quoi, Affinity ou quoi, je ne sais pas. Et puis, on embrouille un petit peu la carte. C'est quand même dommage, c'est quand même décevant. Ça peut être une occasion quand vous lancez, bon, il y a un fonds là qu'il faut décaisser, et puis vous savez que les loups ne se mangent pas entre eux, donc le fonds là, ils vont se partager. C'est ça quand même, le gros souci quand même, oui, en fait. Parce que quand ils lancent, est-ce que dans la foulée, il n'y a pas quand même des intérêts personnels qui sont peut-être en jeu, qui en profitent à ces organisations. Tout ce que nous souhaitons, c'est qu'un suivi rigoureux se fasse au niveau de ces championnats, que ce soit U17 et U15, encore qu'au niveau de l'équipe première, c'est du championnat national de la Ligue Pro, il n'y a pas encore un suivi rigoureux en tant que tel, sinon la FIFA n'allait pas depuis son instance sanctionner des clubs béninois. Une chose est sûre, nous sommes là pour accompagner les dirigeants de ce football béninois, peu importe les initiatives qu'elles vont prendre. Et nous espérons que ça soit pour le bien, voilà, et le développement du sport au Bénin. Chers téléspectateurs, nous passons à la deuxième rubrique de votre émission. Il s'agit de Tour d'Europe. Et donc à ce Barça de marquer le 4e but avec Eric Garcia. Voilà le FC Barcelone qui s'est imposé à Séville sur le score de 4-1. Les Barcelonais qui reviennent à 1 point de l'Atlético de Madrid et à 2 points du Real Madrid. Le Barça de Hansi Flick, Sheriff Montienwa, est un Barça intraitable. Oui, intraitable, mais en face, j'ai vu une équipe de Séville qui a été très décevante. Une équipe de Séville qu'on connaît pour ses qualités en termes de concurrence, en termes de rivalité avec le Barça et le Real. Dans ce match-là, ils ont été clairement nuls. Moi, j'ai vu quand même une équipe qui a manqué quasiment d'envie, d'agressivité, d'aller vraiment chercher cette équipe du Barça. Là. Ils ont clairement privé Séville du ballon. Et là... Yamal, etc. ont clairement fait le jeu. On a vu une équipe de flics qui, pour moi, dans ces 3-4 derniers matchs, ont été quand même très, très plaisantes. Une équipe qui met en place un style de jeu assez impressionnant avec des joueurs qui répondent au jeu. Et derrière, le Real qui laisse des points. Et ça en profite quand même aux Barcelonais. Ils réussissent à s'imposer 4-1. Je pense que c'est clairement une leçon, hein, face à une équipe de Séville qui, pour moi, reste une équipe véritable pour ce championnat espagnol-là, mais qui m'a quand même déçu dans ce match. Alors, Roland Médier, nous allons parler très rapidement de cette défense du FC Barcelone avec ce jeune
pour Koubarsi, une défense qui a un système de Hansi Flick qui a pour manière de mettre hors jeu les attaquants des équipes adverses. C'est un système qui marche beaucoup bien pour le Barça de Hansi Flick. Oui, un entraîneur, c'est un système. Ce qu'on a constaté, Hansi Flick a su comment dire, imposer ce système que les gars ont respecté. Parce que c'est une équipe très jeune. Je m'apprécie quand vous parlez de Koubarsi, 17 ans ou bien 17 ans. Donc c'est un jeune. Ceux-là encore n'ont pas cette, comment dire, cette maturité de s'entêter, non? Quand le coach parle, on doit toujours respecter ses consignes. Donc je pense que globalement, le système de Hansi Flick marche et les gars respectent. Alors, l'autre truc qui m'intéresse chez FC Barcelone de Hansi Flick, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts en 33 matchs, toutes compétitions confondues. C'est 113 buts inscrits par l'attaque de Hansi Flick. Or, nous sommes qu'à la moitié de la saison. L'année dernière, avec Xavi, à la fin de la saison, le Barça avait inscrit seulement que 110 buts, voilà, toutes compétitions confondues. Est-ce que vous ne pensez pas que cette attaque de Hansi Flick risque d'aller loin dans toutes ces compétitions, c'est-à-dire en Liga, en Coupe du Roi et en Ligue des Champions? Ouais, clairement, cette attaque du FC Barcelone est quasiment intraitable. Ça n'a rien de comparable avec celui de Xavi, qui a laissé la responsabilité à Flick. Je pense qu'ils ont quand même la même attaque sous Xavi aussi, c'était Rafinha, Lewandowski. On est d'accord, mais les consignes ne sont pas forcément les mêmes. Yamal, qui est en grande forme, ça veut dire qu'il entend ce que le coach lui donne comme information. Le Polonais Robert Lewandowski, qui est en grande forme malgré son âge, moi je me pose la question de savoir est-ce qu'il n'est pas temps pour que ce mec-là passe à autre chose. Mais je suis très sûr qu'après le Barça, il va peut-être s'envoler pour l'Arabie Saoudite ou n'importe où. Je pense que les attaquants du FC Barcelone aujourd'hui, c'est quasiment un rouleau compresseur avec le Brésilien Yamal, etc., qui pour moi quand même font le jeu et ça marche bien, contrairement quand même à nos amis du Real de Madrid où ça quand même tâtonne par moment avec les Vini, Mbappé et Jules Bellingham, ça tâtonne un petit peu. Je pense que il y a quand même cette comment on appelle, cette harmonie qui règne au sein de cette attaque du FC Barcelone quand même qui pour moi cartonne en ce moment. Voilà. Alors de janvier à février, nous sommes que le 10 février, c'est 40 buts inscrits par cette équipe de Barcelone et sur les 113 buts qui ont été marqués depuis le début de cette saison, c'est environ 16 joueurs qui sont impliqués dans ces 16 buts-là. Alors nous allons revenir sur le Real de Madrid. Et on a suivi plusieurs matchs du Real Madrid, Roland Bédier, quand les 4 joueurs offensifs du Real ne sont pas alignés. C'est un Real qui est intraitable, c'est un Real qui fait preuve de 100% d'efficacité devant les buts quand c'est soit Mbappé, Rodrigo et Bellingham qui sont alignés, c'est un Real efficace. Ou soit quand c'est Mbappé, Vinicius et Bellingham, c'est toujours un Real intraitable. Mais quand les 4 sont souvent alignés, c'est soit des défaites, soit des matchs nuls, soit même des victoires avec seulement un but inscrit dans les 90 minutes. Et comment est-ce que vous analysez ce schéma-là? Est-ce que les matchs au fil du temps n'ont pas prouvé que les 4, il ne faut pas forcément aligner les 4 dans un seul match? Oui, je pense que c'est un problème auquel le Real est confronté aujourd'hui parce qu'effectivement, il y a ces attaquants-là qui, bon, visiblement ne se comprennent pas parce que on a tendance à voir très souvent Vinicius qui traîne un peu sur la balle au lieu de donner, pour les occasions nettes, au lieu de donner la balle, comment dirige au moment opportun, parce que j'ai suivi le match contre l'Atlético le samedi, j'ai vu que ce mec a hésité, il a un peu hésité à donner des passes précises. Quand l'attaquant est dans la soirée de réparation, la meilleure des choses à faire, c'est de lui donner la balle pour qu'il mette ça dans le feu. Donc, il y a ce problème-là. Je pense que Ancelotti va essayer de travailler parce que son système, c'est quoi? C'est de les aligner pour que si l'autre ne marque pas, au moins, l'autre va marquer. C'est la psychologie. Mais contrairement, c'est autre chose, je vois. Et dans cette foulée, on a vu Rodrigo en réalité qui est invisible, qui aujourd'hui sort la tête de l'eau et qui marque très souvent. Donc je pense qu'au lieu de miser sur Mbappé et Vinicius, c'est Rodrigo qui... On va justement parler de Vinicius. Son agent a été questionné par certains journalistes espagnols sur sa
prolongation. Le Real a déjà fait une proposition avec augmentation de salaire qui n'a pas été acceptée par le camp Vinicius. Vinicius lui-même s'est prononcé. Je ne sais pas si vous avez lu, il dit qu'il ne sait rien de ce qui se raconte. Mais une chose est sûre, il n'est pas encore prêt à renouveler son contrat avec le Real de Madrid. Est-ce que vous pensez que ça sent la fin de l'aventure de Vinicius au Real de Madrid quand on sait que sur 5 ans, on lui propose un salaire de plus d'1 milliard d'euros? Dans l'histoire, ou bien pour les récentes situations, je pense que quand il s'agit de problèmes de contrat de salaire, comment dire, Florentino Pérez ne t'attend pas. Ce qui est sûr, tu sais. C'est le cas avec Cristiano Ronaldo, oui. quand il était parti à Juve dans le temps. Donc, je pense que pour cette fois-ci, on ne sait rien, mais on attend voir la fin. Surtout, Vinicius aujourd'hui, c'est un maillon pour cette équipe. C'est lui qui porte l'équipe pour. N'en déplaise ces petites situations récentes où il est critiqué un peu partout. Ce qui est sûr, il n'a jamais été critiqué par la Maison Blanche, donc on espère bien. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre ce comportement de Pérez qui ne cède jamais. Je me pose la question de savoir ce qui est dans la tête de ce personnage. Actuellement, il est le deuxième joueur le mieux payé derrière Kylian Mbappé qui est venu récemment. Et là, les Saoudiens, avec l'argent du pétrole, lui proposent un salaire de 200 millions net par an. Plus d'1 milliard sur les 5 saisons qu'on lui propose. Et c'est un transfert à hauteur de 300 millions qu'on propose au Real de Madrid. Quand vous êtes joueur, vous êtes tenté de vous lancer dans cette aventure. On est d'accord, mais ce n'est pas le même championnat, ce n'est pas la même visibilité, ce n'est pas la même chose. Clairement, il va dire adieu au Ballon d'Or, il va dire adieu au Pichichi, il va dire adieu à tout ce qu'on connaît, etc. Et lui-même, il a dit, après qu'on ne lui ait pas accordé le Ballon d'Or, lui-même, il a dit, est-ce que le tout suffit maintenant de jouer pour le Ballon d'Or ou de jouer pour soi, même pour son propre plaisir? Non, il reste encore du temps. Je pense que Vinicius est encore jeune pour espérer quand même s'envoler tout de suite pour l'Arabie Saoudite. On a vu quand même des joueurs de ce niveau-là qui se sont envolés pour là-bas et qui, dans peu de temps, on vu le contrat résilier ou alors des petites histoires qui les font quand même suspendre le contrat et puis ils vont dans un autre pays. Je pense que c'est souvent des risques que prennent ce genre de joueurs en abandonnant des clubs d'envergure pour des décisions d'argent. Je pense qu'il aurait quand même, il peut quand même réfléchir et revenir, renégocier sur la table. Mais attention avec Pérez, parce qu'avec lui, quand tu dis non et que tu reviens sur la table, il ne cède pas. Hein. On se rappelle du cas Sergio Ramos, qui avait quand même dans la foulée refusé de prolonger et qui était revenu sur la table de salaire. Voilà, était revenu sur la table des négociations et puis le monsieur lui dit non, mais tu as refusé, mais tu n'as qu'à partir. Voilà. Alors, on espère que Vinicius Junior saura et son agent ils sauront prendre les bonnes décisions. En tout cas, nous, on adore le voir jouer. Une chose est sûre, même s'il va en Arabie Saoudite, en tout cas, moi, à sa place, je serai tenté par ce projet-là. C'est pas Roland Bédier qui me dira le contraire. Nous restons toujours Real de Madrid cette fois-ci pour parler d'une légende de ce club-là. Il s'agit de Marcelo, le Brésilien qui a pris sa retraite internationale, même avant le match du Real face à l'Atlético de Madrid. Il a été célébré et il a reçu un maillot de la part du capitaine, et comment il s'appelle déjà? Modric. Voilà. Que retenez-vous de Marcelo? Bon, Marcelo, c'est une figure emblématique pour le football mondial. 5 Ligues des Champions, je pense bien, au Real, au total 26 trophées au Real. C'est une figure emblématique. Il a tout fait pour il fait partie même des meilleurs latéraux du monde. Donc, tout ce qu'il a fait quand Cristiano était là, c'est son mec, c'est lui qui lui donnait la passe pour marquer les buts à la tête. Donc, je pense que Marcelo, pour tout ce qu'il a fait, c'est vrai. Et pour le dernier club où il s'est retourné dans son pays, fut ministre, je pense bien, c'est le club. Ça n'a pas été trop bon parce qu'il était bon, voire que bon, à part le Real, le mec était déjà à terme de son truc là. Il tend vers la fin de sa carrière. Donc on a vu que il a laissé une trace dans le football mondial. Aujourd'hui, il a son enfant qui est à Madrid, qui évolue dans l'académie de Madrid. Donc il a tout laissé pour le football. Souhaitons qu'il passe une bonne retraite. Une autre légende du Real de Madrid, cette fois-ci, c'est Cristiano Ronaldo qui a célébré ses 40 ans, son 40e anniversaire
la semaine dernière. Le 5 Alors, passé. le 5 passé, Cristiano Ronaldo qui continue de jouer jusqu'à 40 ans et il a dit, mon rêve désormais c'est de jouer avant de raccrocher, c'est de pouvoir jouer avec mon fils. Est-ce que vous pensez que Cristiano pourra réaliser quand on sait que son fils il a 15 ans ou 16 ans? Il a 15 ans. 15 ans qui évolue dans l'académie de Al Nassr en Arabie Saoudite. C'est quand même bizarre hein, de savoir quand même ce qui est dans la tête de Cristiano Ronaldo. Parce que là, jusqu'à cet âge-là, j'ai un peu l'impression qu'il veut battre le record d'âge aussi. Parce qu'il il en a tellement battu qu'il continue quand même à atteindre la barre des 1000 buts. On se rappelle que dans la foulée, il y avait quand même Gianluigi Buffon qui a dépassé la barre des 40 ans. Il y a eu l'Argentin Diego Milito qui a joué une Coupe du Monde à l'âge de 38 ans. Donc lui, il a peut-être dans la tête cette intention d'aller jusqu'au-delà des 45 ans. Espérons qu'il aille jusqu'au bout de son objectif. Sinon, que pour moi, il a dit à tout prouver. Hein. Cristiano Ronaldo, il a dit à tout gagner, il a dit à tout prouver. Dans une interview aujourd'hui qui fait polémique où il s'est autoproclamé meilleur joueur du monde, hein, ce qui n'a pas plu à certains confrères des différentes chaînes mondiales. Qu'est-ce que vous voulez de Cristiano Ronaldo encore? Le personnage a tout gagné, il a tout raflé. Aujourd'hui, il se retrouve dans un club qui est moins médiatisé. Donc, par moment, il faut faire le buzz pour quand même susciter L'interview a été réalisée. Je suis d'accord, mais il ne joue plus en Espagne. Il est là-bas, il joue aujourd'hui en Arabie Saoudite. Par moment, il faut faire le buzz sur les réseaux sociaux pour susciter quand même la réaction des fans. Quand même. Je pense qu'à un moment donné, il faut faire, quand c'est vrai qu'il n'a rien à prouver, mais quand vous atteignez un niveau donné, ce sommet, il va falloir faire preuve de beaucoup plus d'humilité, ne pas dire. Qui ne peut pas être meilleur, chérie? Qui ne peut pas être meilleur? Moi, je suis meilleur. Laissez les autres vous proclamer meilleur, mais quand tout le temps ça vient de vous, je pense que ça commence à faire de trop. Chers téléspectateurs, voilà les quelques informations que nous avons à partager avec vous dans cette rubrique Tour d'Europe. Nous espérons que nous avons donné assez d'informations. Nous allons vous donner rendez-vous le lundi prochain pour une autre et nouvelle aventure. Chérif Montienwa, merci d'être resté des nôtres. Merci Gildas, merci Roland, merci aux téléspectateurs. Roland Bédier, merci. Oui, Gildas, merci à Chérif et merci aux amoureux du Courant. Rendez-vous le lundi prochain. Avec le même plaisir. Merci également à la réalisation, l'équipe de réalisation de cette émission, chers téléspectateurs. Rendez-vous le lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien.